Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça me fait plaisir d'être avec vous pour un sujet qui, moi personnellement, qui m'a toujours beaucoup allumé comme ergonome. Dans le fond, tout ce qui entoure la manutention. Je suis assez fasciné par le niveau de maîtrise de la gestuelle que certains manutentionnaires ou travailleurs de production peuvent atteindre. Un peu comme les Olympiens, hein. Tu sais, quand ça fait plusieurs années qu'on répète certains gestes, on est en pleine maîtrise et moi, ça m'a toujours quand même beaucoup fasciné. Fait que tout ça pour vous dire il y a un certain risque que je m'enthousiaste et que je m'étire sur la question, chose qu'il ne faudrait pas qu'il survienne parce que c'est un survol aujourd'hui. C'est pas une formation, on ne rentrera pas dans le fin détail. On va couvrir certains thèmes, comme vous le voyez à l'écran aujourd'hui. Donc, je vais tenter de bien définir ce qu'est la manutention manuelle avec vous. Ensuite de ça, moi, j'entends souvent certaines phrases en milieu de travail on pourrait dire qui s'apparentent à des mythes ou en tout cas qui sont ni plus ni moins que des affirmations auxquelles certaines personnes sont fermement convaincues. Donc, je vais vous donner mon opinion par rapport à certaines de ces lignes-là. On va parler d'un petit peu de comment un trouble musculo-squelettique peut survenir en lien avec un geste de manutention. On va aussi brosser un survol des principes, on pourrait dire des principes sécuritaires qu'on aura avantage à respecter en forçant avec des charges. Alors, je vais prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est avec un petit vidéo à l'appui. Vous allez me voir à l'œuvre, vous allez voir que je suis pas un manutentionnaire expert. C'est quelques petits exemples de la vie de tous les jours que je tente d'illustrer, puis un peu comme prétexte pour vous présenter les principes sécuritaires. Ensuite de ça, bien, on va parler de l'approche de formation en manutention chez Multiprévention. Donc, vous allez voir que ça se décline, notre offre se décline en plus qu'un service. Donc, on va regarder ça ensemble et on va finaliser le dernier thème avec dans le fond, des accessoires, des ceintures lombaires et des exosquelettes. C'est souvent, ça les interpelle, ça suscite beaucoup de questions. Alors, on va essayer de clarifier, peut-être répondre à certaines de vos questions là-dessus. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Et tout au long d'ailleurs de la rencontre, vous allez avoir quelques petites questions sondage ici et là auxquelles je vous encourage fortement à participer. Donc, qu'est-ce que la manutention? Bien, en fait, ce sont des actions physiques hein, qui ont pour but de déplacer une charge d'un point A à un point B. Ça peut être en la soulevant, en la tenant dans nos mains, en la transportant. Ça peut être en la faisant glisser, dépendamment de sa forme. Des fois, ça va être en la roulant, en la basculant. Donc, tous ces gestes-là visent à bouger une charge, là, un objet dans mon environnement de travail ou ça peut être dans ma vie personnelle. Et un peu comme je vous disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que certains deviennent vraiment très, très bons à manipuler certaines charges qui parfois sont pas nécessairement faciles à manipuler là, si on s'y prend pour la première fois. Donc, selon la littérature, là, ça prend, avant d'atteindre un niveau d'expertise, ça peut prendre jusqu'à plusieurs milliers de répétitions. Et on le voit, là, quand on compare des manutentionnaires novices à des experts, on voit une fluidité dans le geste à partir du moment où les gens deviennent très bons là, dans leur opération de manutention manuelle. Alors, c'est sûr que ça implique de recueillir, d'analyser certaines informations. Il y a une complexité plus qu'on peut penser là, qui entoure la manutention. Puis ça, je vais revenir un petit peu plus loin. Alors, donc c'est un peu ça, en gros, là, la manutention manuelle. Euh, J'irai avec un mythe, ce que j'entends assez souvent quand même, c'est normal d'avoir mal au dos en vieillissant si on lève beaucoup de charges. Alors, bon, en partant, je pense que on peut convenir qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos et en vieillissant, ben, malheureusement, les structures vieillissent, donc peuvent s'affaiblir un peu. Est-ce que c'est nécessairement toujours en lien avec le fait qu'on a levé des charges? Si on a été un travailleur manuel toute sa vie, moi, je ne serais pas prête à dire ça parce qu'on voit des personnes qui vieillissent, qui demeurent avec des très bonnes capacités fonctionnelles, malgré qu'ils ont travaillé physiquement toute leur vie. Alors,
Ceci étant dit, ça m'amène à vous demander de participer pour la première question sondage. Alors, selon vous, en 2024, au Québec, quel pourcentage de TMS, ça veut dire troubles musculo-squelettiques, était lié à un effort excessif lors de manutention? Donc, on parle de soulever, porter, pousser, tirer une charge. Alors, est-ce que c'est 23 48 63 ou 78 des accidents? Donc, je vous invite à répondre. Donc, on voit les résultats rentrer. La majorité, c'est 63% que les gens répondent. 63 ben, roulement de tambour. Vous êtes bon. Vous êtes bon. C'est exactement ça. Donc, les statistiques nous démontrent là, que tout milieu de travail confondu, 63 des troubles musculo-squelettiques sont liés à des efforts excessifs au moment d'une manutention manuelle. Et ça, je vous rajoute que dans un tel cas, quand il y a un accident de travail survient, ce qui est une donnée quand même intéressante, moi qui m'interpelle beaucoup, c'est le temps d'absence. Tu sais, on parle de tout près de 140 jours durant lesquels l'employé va bénéficier d'une indemnité de remplacement de revenus là, de la CNESST. C'est pas banal. Tu sais, ça veut dire que quelqu'un qui se blesse au moment d'un effort excessif, c'est pour des longues durées la plupart du temps. C'est ce que les statistiques nous disent. On voit aussi dans la diapo ici que la principale région touchée, c'est le dos. Donc, dans 55 des cas. Alors, la colonne vertébrale, qui est votre charpente, c'est une charpente qui est articulée, c'est souvent ça peut être les disques intervertébraux, les ligaments, les muscles. Alors, et c'est central, donc c'est toujours à peu près lié. Ça fait du sens, en fait, c'est ce que je vous dis là, que ça soit la structure la plus touchée. Si on s'intéresse au secteur que dessert Multiprévention, donc métal, électrique, l'imprimerie, l'habillement et le textile-bonneterie, on voit que ça oscille là, les troubles musculo-squelettiques dus aux efforts excessifs. C'est entre 20 et 30 si on revient en arrière là, dans les années entre 2021 et 2023, on voit que ça joue. Il y a eu une petite baisse en 2022, mais qui a été directement suivi d'une hausse en 2023. Donc, ça demeure encore, je peux vous dire, un enjeu qui est important, sur lequel on doit se pencher là, encore aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de tendance à la baisse, malheureusement. Donc, je vais prendre le temps maintenant de vous brosser un peu une espèce de, on pourrait dire, une petite explication simplifiée de ce qu'est un trouble musculo-squelettique lié, dans le fond, à la manutention. Donc, si j'attire votre attention dans la portion gauche de la diapo, vous allez voir, c'est un petit schéma, dans le fond, qui est tiré d'un document de référence en ergonomie qu'on utilise beaucoup, Occupational Biomechanics de Don Chaffin. Donc, moi, je l'aime beaucoup, ces deux petits schémas-là, parce qu'on voit en X, c'est une plage de temps. En Y, c'est l'intensité d'une surcharge que, dans le cas qui nous concerne, que la colonne vertébrale recevrait durant le travail. Et la ligne la ligne en bleu pâle qui monte et qui descend, nous démontre des situations d'effort physique, donc de manutention. Alors, chaque pic représente un soulèvement de charge qui, au moment du dépôt, vont être suivis dans le fond, d'un temps de repos, on pourrait dire. Et dans tous les cas, on a la limite de tolérance des tissus de la colonne vertébrale, donc la limite de tolérance du travailleur. Donc, on voit qu'à un moment donné, il y a un pic vraiment marqué de surcharge qui survient et ça occasionne un traumatisme. Donc, on dépasse finalement la limite de tolérance du tissu à ce moment-là. Dans le scénario, donc on pourrait dire que c'est un accident, c'est un événement imprévu qui est arrivé soudainement à un moment très précis là, durant la période de travail. Dans le scénario de droite, on voit que c'est plutôt la limite de tolérance qui, plutôt que d'être stable tout au long de la période de travail, commence à diminuer à un moment donné. Et cette diminution-là, on peut l'attribuer aux surcharges finalement qui sont beaucoup plus rapprochées entre elles, donc qui sont assez élevées et qui offrent très peu de temps de repos à la structure.
ce qui fait qu'à un moment donné, la limite de tolérance commence à diminuer. Et pour une manutention qui est à peu près similaire à toutes les autres, hein, il n'y a pas de pic de surcharge marqué, il y a un trouble musculo-squelettique qui survient. C'est-à-dire que la douleur est tellement importante qu'il y a une incapacité soudainement qui m'empêche de travailler. Et comme on disait tout à l'heure, c'est souvent des absences qui sont prolongées. Alors, ce scénario-là est plus sournois, hein. C'est une fatigue qui s'amplifie, qui est souvent accompagnée de symptômes. Alors, moi, je vous invite à vous intéresser à la nature des surcharges, donc, et à leur répétitivité. Ma question pour vous, c'est est-ce que les exigences du poste, hein, ou des postes occupés par les manutentionnaires ou les travailleurs qui ont des efforts physiques à déployer, est-ce que les exigences des postes sont excessives ou acceptables? C'est une question qui est importante à se poser et je vais vous donner quelques éléments de réponse un petit peu plus loin, là, entre autres à travers des normes qui touchent la manutention manuelle. Alors, si je poursuis, j'ai une question sondage pour vous. Donc, je vous invite encore une fois à répondre en grand nombre. Donc, selon vous, est-ce que les risques liés à la manutention de charge sont jugés prioritaires par le CNSST? Alors, c'est soit oui, non ou vous avez aucune idée. Encore une fois, je vous lève mon chapeau, vous êtes bon. Donc, vous avez raison, un peu comme les chutes, entre autres, la santé psychologique. Donc, il y a certains thèmes qui sont priorisés par la CNSST et la manutention de charge en fait partie. C'est jugé comme des risques prioritaires. Si on s'intéresse à ces risques-là de façon plus pointue, il y a plusieurs facteurs de risque d'effort excessif dans le milieu de travail liés à la manutention, mais moi j'en ai sorti 4 qui sont très souvent malheureusement présents et je pense que c'est bien que vous soyez en mesure de les identifier. Premièrement, les objets asymétriques ou volumineux, hein, quand on a des grosses charges à manipuler. Sinon, les mouvements qui sont brusques, hein, des mouvements, des efforts saccadés ou des gestes qui doivent être faits par exemple, pour décoincer des charges qui seraient coincées ou collées. Des longues distances, quand je dois maintenir les charges dans mes mains pour les transporter. Et des espaces restreints, un peu comme on a sur l'image ici. Donc, vous voyez, la personne doit manipuler dans un espace qui est plutôt restreint. Donc, ça m'amène à repositionner la charge, des fois la soulever, la basculer et passer mon corps dans un espace qui fait en sorte que la colonne vertébrale va parfois avoir à adopter des positions qui sont contraignantes. Moi, j'entends souvent, si c'est lourd, on a juste à le faire à deux, puis il n'y a plus de risque. Est-ce que réellement cette approche-là élimine le risque complètement? La réponse c'est non, hein? Donc, le risque est toujours présent parce que si j'ai besoin de manipuler une charge manuellement, il y a un risque d'effort. Le fait de travailler à deux, est-ce que ça réduit l'effort? Naturellement. Si on soulève une charge en équipe, on divise, hein, cette charge-là. Par contre, dans la littérature, ce qu'on apprend, c'est que, selon Human Scale, de travailler à deux, ça réduit l'efficacité. Et plus on ajoute de personnes impliquées dans une manutention, moins il y aura d'efficacité dans ce geste de manutention-là. Et ce qui fait en sorte que, si on prend l'image ici, on voit probablement que vous avez déjà déménagé, hein, ou aidé quelqu'un à déménager. C'est sûr que de manipuler un gros divan comme ça, j'ose pas trop imaginer comment on peut faire seul, hein. Donc, c'est sûr que ça va beaucoup mieux en équipe. Par contre, le risque est toujours présent. Donc, on a quand même l'effort quand on a des virages, des escaliers, tout ça. Alors, moi, je suis pas en train de vous dire que c'est pas une bonne approche. C'est juste que c'est intéressant de regarder s'il n'y a pas d'autres moyens pour endiguer l'effort plutôt que de le faire manuellement, finalement, en équipe. Quand c'est des charges volumineuses, il faut se méfier. C'est quand même, il y a assurément un risque assez significatif. Donc, prochaine question sondage, il n'y a pas de limite précise de poids qu'un travailleur a le droit de soulever manuellement selon la réglementation au Québec.
Alors, selon vous, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ou vous n'en avez aucune idée? OK, donc on a peut-être un petit piège ici dans lequel certains sont tombés. En fait, c'est vrai. Il n'y a pas de limite de poids quantifié dans la réglementation au Québec. Alors, si on s'intéresse un petit peu plus précisément, ben, tu sais, bon, vous avez la loi sur la santé et sécurité au travail, vous avez le RSST. Dans la réglementation, le RSST, il y a une section, hein, qui est la section 10, qui s'intitule Mesures ergonomiques particulières. Et dans cette section-là, il y a des articles qui concernent directement la manutention. Toutefois, il n'y a pas de poids qui est précisé. Il n'y a pas une valeur quantifiée de poids. Pour le savoir, pour savoir si le poids est trop élevé, là, le poids qui est manipulé manuellement. Alors, à ce moment-là, il faut s'en remettre aux normes, hein. Il y a des documents de référence et il y a des normes, dont une en particulier qui est très claire, qui est, selon moi, qui est probablement la référence principale, qui est une norme ISO, la 11228. Donc, cette norme-là nous permet d'aller chercher une valeur de charge maximale acceptable. C'est à travers un calcul, alors qui considère des éléments de contexte dans l'environnement, la nature de la charge aussi, et donc qui nous permet finalement d'avoir vraiment une valeur. Toutefois, c'est pas de la réglementation. C'est vraiment, c'est ce qu'on invite les gens à faire comme bonne pratique de prévention, c'est-à-dire d'aller consulter ce genre de normes-là. Quand on se promène en usine, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez déjà vu ce petit schéma-là qui est tiré en fait, c'est un repère en ergonomie qui est quand même assez utilisé. Parce que c'est visuel. Donc, d'un coup d'œil, on est capable d'avoir une valeur de charge limite à respecter. Dans le cas qui nous concerne ici, c'est pour des populations mixtes. Il y a un bonhomme aussi qui peut nous illustrer pour des populations masculines. Mais tout ça pour dire que, il y a encore une fois, il peut y avoir un piège ici si on se fie uniquement aux chiffres. Parce qu'il faut considérer aussi le contexte de répétition. C'est-à-dire, à partir du moment où cette charge-là, ces charges-là ne sont pas manipulées dans des conditions optimales, et surtout si c'est répétitif, ben on doit réduire ces chiffres-là, dépendamment de la répétitivité. Donc, vous voyez ici là, une réduction de 30% si ma charge est manipulée 1 à 2 fois par minute. Fait que si vous rapportez ça sur un quart complet de travail, donc exemple 300 à 400 fois par quart, alors ça doit être réduit de façon significative. Une autre phrase que j'entends ou une ligne que j'entends souvent en usine, malgré la formation, chasser le naturel et il revient au galop. Donc, en termes clairs, ce que ça veut dire, si on lit entre les lignes, ça veut dire que de suivre une formation en manutention, ça ne donnera pas grand-chose. Si j'ai des mauvaises habitudes posturales, je vais continuer de les avoir après la formation malgré tout. Donc, ça, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Ben, force est d'admettre que c'est souvent vrai. Donc, il y a souvent plusieurs personnes qui, même s'ils ont suivi une formation en manutention, suite à ça, ben, ils vont continuer à travailler comme ils l'ont toujours fait, malgré le fait que peut-être que c'est pas les meilleures habitudes posturales et gestuelles. Si on regarde la diapo que je vous présente ici, c'est tiré de documents de la CNESST, l'outil d'identification des risques. Donc, c'est la hiérarchie d'efficacité des mesures de prévention. Donc, moi, je vous rappelle que, puis c'est vrai dans toutes les sphères de la santé et sécurité, quand on est capable d'agir à la source pour éliminer un risque, ben c'est sûr qu'on est on est beaucoup plus efficace. Que, par exemple, si on donne une formation, ben il faut savoir qu'on est à l'avant-dernier rang d'efficacité là, des mesures préventives. Donc, ça s'avère être une mesure administrative, là, si on parle d'une formation, d'un coaching. Alors, dans ce sens-là, ben,
ça va toujours être préférable de chercher à éliminer à la source ou de réduire mon risque de cette façon-là plutôt que de m'en remettre aux méthodes de travail, au comportement sur le plancher. Si on parle de formation, ben c'est important, il y a un incontournable, hein, c'est que au début des années 2010, il y a eu des documents dans le fond, il y a eu une étude exhaustive là, de l'IRSST menée par le docteur Denis Denis, qui nous a permis de comprendre davantage toute la complexité qui vient avec le geste de manutention manuelle. Entre autres, la plupart du temps, c'est plus complexe que ça en a l'air. Hein. Si on regarde quelqu'un forcer, ça a l'air simple, au même titre que le parallèle que je vous faisais en début de rencontre, un Olympien là, qui est très, très performant dans son domaine, ça a l'air facile. Mais il y a une complexité en arrière de ça. Et quand on s'intéresse aux manutentionnaires experts, on voit qu'il y a une exigence cognitive. Il y a des raisons qui expliquent les façons de faire et dans le fond, l'endroit où les mains se situent sur la charge, le parcours que j'emprunte. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Hein? Donc, il y a une complexité. Il y a une variabilité dans les situations de manutention aussi, qui fait en sorte que ça prend un certain temps avant de développer sa compétence. Et de prévenir les troubles musculo-squelettiques en manutention, ben ça passe par plusieurs avenues. Et ben le message ici, c'est que c'est important de comprendre le travail avant de me lancer uniquement dans la formation comme méthode préventive. Ceci dit, ben la formation, c'est quand même un devoir hein, de l'employeur. Selon la loi sur la santé et sécurité au travail, au Québec, ben on doit sensibiliser nos travailleurs sur les risques. Et s'il y a des risques d'effort liés à la manutention, ben je dois en informer mes travailleurs et je dois aussi les former sur les méthodes sécuritaires employées. Donc, la formation est quand même importante à ce niveau-là. Alors, à ce moment-là, ben, c'est intéressant de s'arrêter et de se dire, est-ce que la formation que j'offre à mes employés est une bonne formation? Est-ce que il y a des possibilités que ça aide vraiment les travailleurs à prévenir les efforts excessifs? Alors, cet arrêt-là, cette réflexion-là est aussi venue avec les recherches de l'IRSST qui nous ont amené à réaliser que l'approche classique qui est centré sur la gestuelle, c'est-à-dire que on regarde le travailleur et on s'intéresse principalement à la position qu'il va adopter pour lever sa charge, là, la formule classique que vous avez sûrement vue sur des affiches en usine, garder le dos droit, fléchir les genoux, ben tu sais, c'est la formule classique. Alors, si je force de la bonne façon, je préviens les blessures. Ben, ce que la recherche nous amène à réaliser, c'est que à un moment donné, plier mes genoux puis garder le dos droit, ça se peut que ça fonctionne pas nécessairement selon le contexte. Alors, dans la formule améliorée, c'est-à-dire ce qu'on appelle la stratégie intégrée de prévention en manutention, la SIPM. Là, alors, quand vous entendez ça, ben, là, dans le fond, c'est une approche qui est basée, qui est centrée sur la compréhension de l'activité de travail. Donc, dans le cas qui nous concerne sur la manutention, alors on veut comprendre un peu quels sont les enjeux propres au milieu de travail de nos employés. Est-ce qu'il y a il y a des éléments de contexte particulier? Est-ce que le format des charges dans certaines situations est important à regarder, à comprendre? Et vient avec ça une formation qui est beaucoup plus personnalisée et qui est pratique, en fait, qui va miser sur justement des ateliers pratiques en usine. Alors, c'est sûr que c'est pas... Si vous êtes formateur ou si vous avez déjà donné de la formation en manutention, ça nécessite beaucoup plus de travail de préparer ce type d'activité-là, mais on est dans un niveau d'efficacité de beaucoup supérieur par rapport à la formule classique.
Donc, une autre phrase que j'entends quand même assez régulièrement, bien forcé, ça prend trop de temps. Donc, si on compare un travailleur qui utilise des bonnes méthodes versus un qui utilise des moins bonnes méthodes, si on prend le chronomètre, est-ce qu'il y en a réellement un qui va être plus rapide que l'autre? Euh, je me mets en scène pour vous, donc je vais vous montrer dans le fond un petit vidéo ici, c'est de situation dans le fait de la vie de tous les jours. Donc c'est votre humble serviteur qui est dans son bureau en train de manipuler des tablettes d'une étagère. Alors ensuite de ça, je déplace une petite valise et je descends des boîtes là, sur un niveau qui est élevé là, sur l'étagère. Alors bon, est-ce que moi ce que je suis en train de vous montrer là, c'est que c'est une situation de la vie de tous les jours qui est très banale. Pour être capable de se positionner, dire est-ce qu'il y a un risque significatif ou pas, ben c'est intéressant d'avoir une approche objective et de regarder certains principes en manutention. Donc, moi, je vous les ai déclinés en 6 ici, selon les ergonomes avec qui vous allez travailler. Des fois, ça peut être 4, 5, 7, 8. Tous ces principes-là sont basés sur les recherches là, en la matière. Alors, ça tourne toujours à peu près autour des mêmes. Donc, l'alignement postural, le bras de levier, c'est-à-dire la distance de la charge par rapport au corps, le fait de pivoter le corps au complet, d'avoir un rythme, un équilibre adéquat aussi, d'être en contrôle, de réduire le temps de maintien et surtout de profiter de son environnement et de la charge comme telle, en fait, de l'utiliser à son avantage. Alors, si, dans le fond, est-ce que le risque zéro existe? Non. Il va toujours avoir un risque lié à l'effort. Est-ce qu'on est en relativement bon contrôle par rapport à ces 6 principes-là? Si la réponse est oui, ben, vous pouvez vous dire que on est probablement dans une situation assez sécuritaire. Donc, c'est un peu votre base de référence. À votre tour maintenant, donc je vous pose une petite question sondage. Selon vous, à qui s'adresse une formation en manutention de charge? Est-ce que c'est plus aux responsables santé-sécurité? Est-ce que c'est uniquement aux manutentionnaires, à leurs supérieurs immédiats ou toutes ces réponses? Donc, ben, vous avez tout à fait raison, toutes ces réponses. Et là, ben, ça dépend. Dans le fond, l'idée, c'est un peu d'avoir une approche qui est adaptée selon la population visée. Chez Multiprévention, on a une formation qui s'intitule Manutention et mode d'eau. Si vous allez sur notre site web, vous pouvez regarder le catalogue. Donc, vous allez voir que cette formation-là s'adresse principalement aux responsables santé-sécurité, aux membres du comité de santé-sécurité. Donc, en gros, ça nous permet finalement de comprendre les principes de base en manutention, ce que je viens de vous démontrer un peu avec la vidéo précédemment. Les risques, quels sont les risques donc dans la vie de tous les jours en général, pas nécessairement propres à un milieu, mais de façon générale, quels sont les risques, les gestes à risque. On explore des pistes de solutions et il y a une activité pratique aussi qui est faite en classe et qui va être un peu le reflet de situation de la vie de tous les jours. Alors, ça nous permet de bien comprendre là, quels sont les fondements liés à la manutention manuelle, donc de façon générale. Ensuite de ça, ben, je vous mentionne que cette année, on a revu le contenu dans le fond de notre formation qui est dédié ou destiné aux manutentionnaires, aux travailleurs pour qui la manutention est une tâche significative. Alors, on a une formation pour eux qui s'intitule Appliquer les principes en manutention, qui est une demi-journée. C'est une formation à l'intérieur de laquelle on invite fortement le superviseur média à être présent aussi pour comprendre un peu là, justement les moyens de prévention. Alors, on explique naturellement les principes et c'est surtout, je vous dirais, environ le 3/4 de la formation, il s'agit d'ateliers
en usine ou dans le milieu de travail qui reproduisent finalement les situations de manutention difficiles. Alors, l'idée, c'est d'amener les employés, en fait, à manipuler en sous-groupe et avoir la chance de partager un peu là, leurs trucs, voir les autres, les collègues. Hein. C'est très rare qu'on va prendre le temps de regarder notre collègue, la façon qu'il s'y prend pour travailler. Encore faut-il que je sois en même temps à la même place. Alors, c'est un bon prétexte d'échange aussi. Et naturellement, ben nous, moi, ça me permet de ramener un peu là, autour des principes de manutention pour être capable de se positionner. Est-ce que une façon de faire est plus ou moins à risque, là? Est-ce qu'on aurait avantage à mettre en pratique comme truc? Mais dans tous les cas, c'est adapté là, au milieu de travail. Alors, et naturellement, ben ça vient avec des conditions de succès pour que ça fonctionne bien, cette approche en formation-là, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, inspirée de la SIPM, là, donc l'IRSST a développé. Alors, dans un premier temps, ben, ça prend une préparation. Hein. Faut comprendre un peu où se situent les situations qui mettent au défi un peu les travailleurs, là, les situations de manutention, les charges hautes, des fois le plus près du sol, des contextes où c'est plus difficile en termes de fréquence, ça peut être le type de charge. Alors l'idée, c'est vraiment de cibler ces tâches-là pour que ça parle aux travailleurs, hein, pour que ça soit pas juste des situations trop faciles où les gens voient pas de défi puis se disent ça n'a rien donné finalement. Alors donc c'est important de bien préparer ça. Ensuite de ça, bien, faut rester très pratique. Alors, les gens qui sont habitués de travailler physiquement toute la journée n'ont pas envie d'être assis la majeure partie du temps dans une salle. Alors, c'est une formation on vise un 25% théorique, idéalement même moins, et surtout pratique. Alors, à travers les mises en situation. On favorise beaucoup, là, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui animez ce genre d'activité-là. C'est important de donner la place aux travailleurs pour qu'ils verbalisent, les gens sont fiers hein, de partager des trucs qu'ils ont développés avec le temps. Alors, ça a été démontré aussi que un commentaire d'un père a quasiment plus de poids que celui venant du formateur. Alors, c'est important nous, comme animateurs, d'être un peu là, la courroie de transmission à travers ça. Et moi, je vous dirais que là où le bas blesse souvent, c'est le suivi. Alors, on oublie de planifier, dans le fond, de valoriser ces thèmes-là, ces concepts-là, mais à travers des suivis après la formation. Il ne faut pas que ça soit là, un crochet dans une case et voilà, dossier clos. Tu sais, vous savez qu'il y a de la rotation au niveau de la main-d'œuvre. Donc, c'est important de ramener ces sujets-là. La mémoire est une faculté qui oublie aussi. Donc, il faut que ça fasse l'objet là, dans le fond, de suivi régulier. On offre aussi une activité en ligne, donc une formation qui est, si je veux, une sensibilisation, un e-learning, qui a été développée par un partenaire en track qui touche à peu près les mêmes thèmes là, que ce dont on vient de parler. C'est à travers disons, une séance assez courte de mémoire, c'est 1 heure. Oui, c'est ça, c'est 1 heure. Et je vous dirais que ça se prête bien à un accueil. Hein? Donc, un accueil, sachant que les travailleurs vont manipuler beaucoup de charges, je pense que 1 heure, c'est pas trop là, pour sensibiliser les travailleurs qui n'ont pas encore d'expérience planchée comme telle. Je me permets de vous parler un petit peu des conditions de succès d'une formation. Donc, je voulais déjà un petit peu aborder le sujet il y a un instant, mais pour faire suite, je vous dirais qu'il y a comme une triade d'intervenants à considérer ici qui doivent travailler ensemble pour que ce qui est véhiculé dans la formation en manutention reste en vie sur le plancher de production. C'est-à-dire, dans un premier temps, on veut favoriser le transfert des apprentissages de l'activité de formation dans le travail régulier de tous les jours.
pour ça, il faut qu'il y ait un support des collègues et du supérieur. Tu sais, si moi, j'ai suivi la formation, je veux sentir que mes collègues et mon supérieur immédiat valorisent les mesures préventives que j'ai vues en formation. Donc, il faut que ça soit, faut qu'on sente qu'il y a du pouce qui est fait là-dessus au quotidien. Je dois être prête à recevoir des rétroactions constructives. Faut que je sois ouvert naturellement au changement. Et il faut sentir aussi que ces compétences-là ne viennent pas à l'encontre de mon efficacité. Parce que tout le monde veut être efficace dans son travail et particulièrement les manutentionnaires recherchent beaucoup l'efficacité. Alors, il faut que ce qui a été véhiculé comme truc, comme savoir-faire pour prévenir les efforts excessifs, il faut surtout que ça aide l'efficacité ou en tout cas que ça ne vienne pas à l'encontre. Alors, ce sont des conditions, s'ils sont présentes, vont favoriser justement le transfert des acquis. Est-ce que toutes les situations d'aide à la manutention coûtent trop cher? Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, j'aurais tendance à vous dire que non. Quand on prend le temps d'analyser le travail puis de voir où se situent mes risques d'efforts excessifs, ça se peut que certaines des mesures correctives ne coûtent rien. Des fois, juste en remaniant un peu l'environnement, ça se pourrait très, très bien qu'on trouve des façons de faire. Des fois, il existe un outil qui a été développé, mais qu'on a oublié qu'il existait, qui est dans un autre département. Alors, il y a des fois où il n'y a pas de coût. Pas toujours, malheureusement. Alors, il y a des fois, il y a des coûts aussi, mais est-ce que ça coûte nécessairement très cher? Je vous dirais qu'il y a des fois, oui, il y a des coûts qui viennent avec ça. On va parler maintenant des exosquelettes. C'est un accessoire qui est de plus en plus en vogue. C'est relativement nouveau. Qu'est-ce qu'un exosquelette? Alors, vous voyez l'image ici. Alors, c'est un système mécanique ou textile qui est revêtu par le salarié et qui vise, dans le fond, à apporter une assistance, à alléger les efforts qui doivent être effectués pendant le travail. Donc, naturellement, il y a un coût à ça. Au-delà du coût, moi, je vous dirais, puis c'est un peu le but ici des prochaines diapos, c'est de vous amener à réfléchir, est-ce que c'est réellement ça qu'on a besoin? Parce que si je vais vers ça parce que c'est à la mode, ça ne veut pas dire que ça va être un succès. Alors, c'est un peu la réflexion que je veux vous amener à faire là, dans les prochaines minutes. Sachez que le Canada est un pays qui travaille dans le développement des exosquelettes. Alors, on a certaines entreprises qui sont de plus en plus établies, bien que relativement jeunes. On en voit de plus en plus émerger. Si vous participez au grand rendez-vous de la CNESST, à titre d'exemple, chaque année, il y en a de plus en plus, des fournisseurs d'exosquelettes. Alors, c'est intéressant de savoir que le Canada en fait partie. Vous avez une kyrielle de fournisseurs. D'ailleurs, il existe un catalogue en ligne qui est relativement bien fait. Là. Vous pouvez filtrer si vous jugez que ce serait pertinent pour vous d'essayer ça dans votre milieu de travail. Vous avez des filtres que vous pouvez choisir, puis vérifier si est-ce que ça se prête, oui ou non, dans le fond, à votre milieu de travail. Alors, donc, c'est ça. Vous avez, par exemple, ce sont des exemples. Vous avez BioLif et vous avez Mawashi, qui sont des compagnies québécoises qui œuvrent dans le domaine. Donc, vous avez, dans le fond, il y a deux grandes familles dans les exosquelettes. Il y a les passifs et il y a les actifs. Donc, qu'est-ce qu'un exosquelette passif? Essentiellement, c'est une espèce d'harnais que je revais. Ça peut être pour une partie du corps, seulement l'assistance des bras, ou ça peut être plus pour le bas du corps. Des fois, c'est l'intégrale. C'est ni plus ni moins qu'un système de ressort ou de tiges, en fait, qui viennent supporter, dans le fond, mon mouvement, alléger mon effort musculaire. Et dans le cas des exosquelettes actifs, c'est un peu la même fonction, plus dans des mouvements dynamiques peut-être, mais là, c'est alimenté par une batterie. Alors, c'est un petit peu plus massif, c'est plus lourd aussi, et c'est aussi plus coûteux qu'un exosquelette passif là, qui est basé sur un système d'élastique.
Alors, maintenant, il y a un inconnu, c'est la durée de vie. Étant donné que c'est quand même une technologie qui est relativement nouvelle encore, est-ce que c'est, et on parle de quelques milliers de dollars là, dans la plupart des cas. Alors, est-ce que c'est un investissement qui va durer? Ben, il y a encore peu d'entreprises qui misent sur ces accessoires-là. Donc, quoi qu'il y ait une recherche qui est sortie récemment de l'IRSST là-dessus, qui nous amène à réfléchir à, dans le fond, c'est des bonnes pistes. Je vais vous en vulgariser quelques lignes là, dans un instant, mais il y a une bonne part d'inconnu du fait que c'est très nouveau encore. Loin de moi l'idée de vous décourager d'aller de l'avant avec cette mesure-là. Toutefois, je me dois de vous faire quelques mises en garde parce qu'il y a des points négatifs, justement, issus de la littérature là, sur les milieux où ils ont fait des essais d'exosquelettes. Entre autres, surtout quand on est dans des environnements de travail peut-être avec des espaces plus restreints, ça peut être accrochant. Dans certains cas, on a comme commentaire les travailleurs que c'est inconfortable, il y a des frottements. Ça peut nuire, aider certaines tâches, mais nuire à d'autres. Donc, si je suis dans un enchaînement, une séquence de travail où je veux pas nécessairement pas le temps d'enlever mon exo, ça m'a aidé un petit bout, mais après ça me nuit, ben, peut-être que globalement, c'est pas avantageux. Les ajustements prennent quelques minutes. Je vous dirais pour aller chercher le bon niveau de résistance ou de tension, entre autres dans les exosquelettes passifs, c'est sûr que moi j'ai testé, ça prend plusieurs minutes les premières fois. Il y a certains modèles qui ne réduisent pratiquement pas l'effort musculaire, donc il n'y a pas tant de plus-value. C'est pas tous les cas, là. Il y a des fois où est-ce qu'on a une très, très bonne réduction, mais ça dépend des modèles. Et là, bon, il y a des gens, là, la première chose qu'ils mentionnent, c'est jamais que je vais mettre ça, j'ai l'air fou avec ça. Alors, la peur du ridicule amène une résistance au changement de la part de quand même de plusieurs personnes. Ça pourrait, dans certains cas, nuire à la qualité. Il y a un poids hein, associé au fait d'ajouter cet accessoire-là. Et il y a certaines personnes qui peuvent penser qu'ils vont devenir Robocop, hein, qu'ils vont devenir comme un super-héros. Entre autres, si vous avez joué beaucoup à des jeux vidéo, peut-être que vous pensez que de revêtir ça. Mais il faut dire par contre que pour la nouvelle génération, la génération Z qui arrive sur le milieu du travail, c'est quand même attractif, étant donné qu'on augmente notre puissance. Dans les conditions de succès, je vous dirais que dans un premier temps, ça prend moi j'appelle ça un porteur de ballon, ça prend une personne responsable dans l'entreprise hein, pour mener ce dossier-là. Et même si je fais un pas en arrière, préalablement, si vous avez choisi d'aller de l'avant avec ça, idéalement, ça devrait émaner d'une analyse de l'activité de travail. Donc, assurément qu'un ergonome peut vous aider à analyser la tâche, être en mesure de dire est-ce que c'est réellement une avenue un déterminant sur lequel on aura avantage à agir. Maintenant, ben, si c'est oui la réponse, ça prend une démarche qui est structurée. Hein? Donc, une démarche justement où est-ce que ce qui est au cœur de ça, c'est l'analyse préalable de l'activité de travail. C'est un projet qui devrait être paritaire, donc les employés concernés devraient être présents là, tout au long du projet, du moins au moins quelques représentants des employés. On devrait cibler plus qu'un modèle à mettre à l'essai et documenter ces essais-là. Alors, donc, de façon à savoir est-ce qu'on est dans la bonne direction avant de procéder à l'implantation finale. Et par la suite, ben, dans le fond, faut planifier soit l'entretien ou le remplacement de ces mesures-là, au même titre que n'importe quel accessoire d'aide à la manutention là, sur le plancher. Je vais terminer, dans le fond, les termes avec un autre accessoire qui fait l'objet de questionnements. Souvent, il s'agit de la ceinture lombaire. Alors, les gens souvent vont me demander est-ce que c'est une bonne idée, oui ou non? Alors, assurément qu'il y a une question autour de ça. En partant, je peux vous dire que c'est pas
Puis il y a consensus là, dans la communauté de pratique en ergonomie. C'est pas un accessoire qu'on va recommander d'emblée, même s'il y a beaucoup d'efforts dans un milieu de travail. Alors, c'est davantage destiné à des gens qui, soit qui ont une faiblesse suite à un trouble musculo-squelettique, par exemple une entorse lombaire, qui ont fait l'objet d'un suivi avec un spécialiste en réadaptation et que justement le médecin ou le physiothérapeute aurait recommandé cet accessoire-là, bien là, c'est indiqué. Mais de considérer la ceinture comme un équipement de protection individuelle, pardon, c'est une erreur parce que d'utiliser ça à outrance, ben, sachez qu'on a des muscles qui font le travail de stabilisation de la colonne. Alors, si on les remplace, on les substitue par une ceinture, ben on peut n'en venir qu'à les affaiblir, ces muscles-là, et justement nous exposer davantage à un TMS au moment où on ne la porterait pas, la ceinture. Alors, c'est la petite mise en garde que je voulais vous faire à cet effet-là. Ça va toujours être mieux d'intervenir à la source pour éliminer ou réduire mes risques d'effort plutôt que de fournir des ceintures comme ça. Alors, on a de disponible sur notre site web de Multiprévention des documents de référence, entre autres une fiche technique qui va vous donner quelques informations entourant la manutention des objets lourds. Je vous invite à la consulter. Il y a toujours des petits éléments nouveaux à chaque fois qu'on fait une lecture. Là, si vous ne connaissez pas le document, très bien fait et ça peut être aidant. Et sinon, on a un guide complet sur la manutention et maux de dos. Donc, qui va beaucoup plus en profondeur là, dans ce sens-là. Alors, en guise de conclusion, je dirais que si on prend un petit temps d'arrêt, puis on se pose finalement avec ce qui ressort là, de l'entretien d'aujourd'hui, bien, premièrement, la manutention, c'est exigeant pour le corps, hein? Et c'est plus varié que ce que ça peut laisser paraître, donc plus complexe aussi. Donc, on se promène sur le plancher, on va voir une situation, mais est-ce que c'est le reflet de toutes les situations de manutention? Assurément pas. Donc, ne pas négliger la complexité. Sachez qu'il y a des normes qui vous permettent de connaître la charge maximale acceptable attribuable à une situation de travail. Alors, si vous avez besoin d'aide dans ce sens-là, on est là pour ça. Hein. Si vous êtes membre de Multiprévention, moi, ça va me faire plaisir de vous aider dans ce sens-là. C'est ma job. Donc, et il y a aussi, ici, on parle d'ISO 11228, il y a aussi une référence en termes de tonnage maximal acceptable par jour. Alors, en plus des charges, des fois, on a des charges qui peuvent être pris uniquement ou individuellement correctes, mais sur l'accumulation sur le corps de travail complet, ça se peut qu'il y ait un problème. Alors, on a des références là-dessus dans l'ISO. La manutention manuelle, ben, ça devrait respecter certains principes. Alors, c'est intéressant pour vous de les connaître, ces principes-là. Fait qu'il n'y a rien de mieux qu'une formation en ce sens-là pour se les approprier et être capable de mieux soit les mettre en pratique si c'est parce que c'est dans mon travail quotidien ou mieux les voir sur le plancher si c'est ma job de faire de l'observation. Ensuite de ça, ben, l'implication des manutentionnaires, c'est essentiel au succès de la formation et ça doit leur parler. Donc, les gens qui manipulent au quotidien, s'ils suivent une formation, il faut que dans cette formation-là, ils se reconnaissent. Il faut que ce soit les tâches qu'ils sont habitués de faire. Ensuite de ça, ben, dans les activités de formation, il faut favoriser l'échange, le partage d'expertise entre chacun des candidats. Et peut-être en guise de dernière ligne, ben, l'exosquelette, ça demeure un équipement qui est encore en développement. Ça pourrait peut-être être potentiellement une avenue, mais préalablement, je vous recommande fortement de faire une analyse ergonomique complète là, de l'activité de travail avant de vous lancer dans cette avenue-là. Alors, ça fait beaucoup de mots. Donc, je vous invite maintenant, si vous avez des questions, on a malheureusement pas beaucoup de temps, mais ça me ferait plaisir d'y répondre. Puis si toutefois j'ai pas le temps de tout répondre, ben faites-nous-le parvenir, puis je vais me faire un devoir là, d'y répondre assurément. Donc, ça, on a 9 minutes.